Donc aujourd'hui, on va parler de neurosciences en entreprise, qui est vraiment notre cœur de métier, hein. Donc Semon Drops, c'est une start-up que j'ai fondée il y a 3 ans. Le nom, il vient de Lemon Drops, goutte de citron avec le zen. C'est un nom anglophone que j'ai choisi exprès, alors pas parce que j'ai pas envie de me mettre au français, mais c'est parce que nous, on a des perspectives d'aller à l'international, que c'est une marque déposée et qu'il fallait se positionner d'avance sur un nom qui soit aussi possible d'être connu à l'international. Voilà. Et donc, goût des citrons avec les zen, c'est pour apporter du peps, de la joie, de la bonne humeur dans les quotidiens des collaborateurs et des entreprises, parce que effectivement, on sait que dans notre quotidien, il y a des petits tracas, il y a des choses qui fonctionnent pas forcément toujours bien, ou alors pas toujours des bonnes nouvelles. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi des bonnes nouvelles et qu'il y a aussi des choses à fêter et qu'il y a aussi des belles choses dans notre quotidien à découvrir sur lesquelles on peut se reposer pour aller bien et aller de l'avant. Donc, c'est ce que fait Zemon Drops avec des programmes de formation qui sont fondés sur les dernières avancées des neurosciences. Alors, on va rentrer un peu dans le détail de tout ça, hein, parce que les neurosciences aussi, c'est relativement nouveau. Et je vais vous expliquer pourquoi on travaille, nous, de cette façon-là. Alors, on va partir déjà du constat, hein. On a un constat aujourd'hui qui est assez flagrant, c'est qu'on a du mal à parfois motiver, engager nos collaborateurs, voire les fidéliser, c'est-à-dire les garder chez nous. Et il faut savoir que 39% des salariés quittent leur entreprise à cause des 3 raisons principales. Le manque de communication, le stress et la mauvaise ambiance dans l'entreprise et le manque de développement personnel. Alors, le manque de développement personnel, c'est aussi la formation, une évolution professionnelle, etc., hein. Ça englobe ça. Alors ça revient à ce qu'on appelle les compétences comportementales, c'est-à-dire les soft skills. Pour ceux qui travaillent dans les ressources humaines, c'est le langage qu'on utilise. C'est un mot anglophone qui, traduit mot à mot, revient à compétences comportementales. Et les compétences comportementales, c'est la capacité d'écoute pour une meilleure communication, c'est prendre du recul, apprendre à gérer des projets complexes, etc. On va rentrer un peu plus dans les détails par rapport à ça. Mais ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que ces soucis-là, le fait d'avoir des collaborateurs désengagés, pas motivés, qui partent, ça a un réel impact sur nos entreprises, grandes et petites, et qui va impacter au niveau coût, hein. Il faut savoir que, alors, en moyenne, hein, ça dépend après des entreprises, etc. Mais c'est une moyenne qui a été faite par Malakoff. Le départ d'un collaborateur coûte minimum 30 000 euros à une entreprise. Et ça peut aller jusqu'à 150 000 euros en fonction du rang du collaborateur. Dans ça, ils sont venus analyser le fait que les connaissances partent, que les processus partent, le temps que ça prend de retrouver un nouveau collaborateur, le temps que ça prend de l'intégrer à l'entreprise, de le former, etc. Donc, son salaire et tout et tout. Donc, tout ça, ça englobe les 30 000 euros. C'est une moyenne, hein, encore une fois, et ça dépend aussi de la taille des entreprises, etc. Donc, mais c'est pour vous dire que ça a un réel impact de coût pour une entreprise, en plus de tout ce que ça va amener au niveau de l'énergie de l'entreprise, de l'image de l'entreprise. Un collaborateur qui part, on va dire, sur une base négative, forcément, on va parler mal de l'entreprise et donc ça va impacter ce qu'on appelle la marque employeur de l'entreprise et ça peut empêcher l'entreprise d'avoir une bonne image pour recruter des nouveaux. Et donc, ça va impacter aussi le temps et l'efficacité de l'entreprise et des équipes. Donc, ce n'est pas négligeable et c'est très important de s'attaquer à cette question-là. Donc, voilà pour les constats. Je vous ai parlé des soft skills. Donc, nous, chez Semon Drops, en tout cas, on développe vraiment, on se concentre sur les soft skills, c'est-à-dire le savoir-être en entreprise. Et ça va peut-être parler aussi au lycée et aux étudiants qui sont en poste.
En fait, le savoir-être, c'est quoi? C'est apprendre à bien communiquer, apprendre à gérer ses émotions, prendre du recul pour poser les bonnes questions, pour répondre avec les- pas les bonnes réponses, mais la bonne posture quelque part, bien gérer les conflits. Là, je suis désolée, hein, il nous a manqué un F, on le corrigera après. Prendre des décisions éclairées, avoir une pensée critique, et ça qu'on soit dirigeant d'entreprise, qu'on soit stagiaire, qu'on soit en contrat professionnel, qu'on soit peu importe à quel stade de l'entreprise on soit, tout ça, ce sont des compétences qu'on mobilise tout le temps. Contrairement à ce qu'on appelle les hard skills, qui sont aussi nécessaires, les hard skills, ce sont les compétences techniques. C'est-à-dire, si je prends l'exemple des planches de surf qu'on a vues à la course des boîtes et à l'after, savoir couper la planche de bois d'une certaine manière, etc., ça c'est du technique. Utiliser la machine pour découper la planche de bois, c'est du technique. Ça, on peut l'apprendre d'une façon ou d'une autre et assez rapidement grâce à la technologie même. On peut très facilement l'acquérir. Par contre, apprendre à mieux communiquer, ça prend plus de temps parce il en va du domaine de l'émotion, de plein de choses en fait qui vont impacter tout cela. Donc c'est plus complexe et pourtant c'est ce qui va faire la différence en entreprise. Et surtout aujourd'hui où les choses vont très très vite, où le monde change très vite, la technologie change très vite et où les compétences quelque part techniques vont très facilement être obsolètes parce qu'il y aura une nouvelle machine et il va falloir apprendre à mieux gérer cette machine-là parce que les outils dont on se sert aujourd'hui vont fonctionner d'une autre manière, etc., grâce à cette évolution technologique. Et ce qui reste vraiment et ce qui va faire en sorte qu'on puisse en sortir face à toute cette évolution-là et à ces changements constants et rapides, c'est notre capacité à gérer nos émotions pour faire face aux changements, pour s'adapter très rapidement, notre capacité de résilience, notre capacité d'apprentissage, notre capacité à mieux communiquer pour mieux apprendre, etc. Et c'est ça qui va faire vraiment la différence en entreprise et qui va nous permettre quelque part de survivre et de ne pas aller droit dans le mur parce qu'on s'est attaqué que aux compétences techniques. Ok. Donc, on va rentrer un peu plus dans les détails et je vais vous demander de sortir vos téléphones portables, de scanner les QR codes que vous avez à l'écran et on va commencer à travailler sur un petit exercice qui nous ramènera à un premier niveau des connaissances de soi, c'est-à-dire de nos compétences comportementales. Donc, allez-y, sortez votre téléphone, scannez les QR codes, s'il vous plaît. Dites-moi si vous avez des problèmes ou sinon vous pouvez lever le pouce et me dire que tout va bien. Si je n'ai pas de nouvelles, ça veut dire que c'est bon. Et vous allez tomber sur un petit questionnaire qui vous demande de répondre à des questions très rapides qui vont vous donner un petit bilan de vos compétences comportementales. Alors, tout le monde a scanné le QR code, c'est bon? Je reviens au Il y a chat. juste Ingrid qui a oublié son portable. Alors, c'est pas grave, Ingrid. De toute façon, le replay sera disponible. Donc, voilà, ça pourrait être oui, fait. c'est un exercice voilà, aussi. puis c'est vraiment un petit exercice qui compose juste un exemple de quelques petits soft skills avec quelques questions. Voilà. Alors, je reviens à mon écran. Et puis, on va partager ce qui a été fait ou ce qui est en train de se faire. Alors, on n'a pas beaucoup de réponses, donc allez-y, continuez. Je remets le QR code. Alors, est-ce que je peux peut-être partager ça pour ceux et celles qui n'ont pas de téléphone? Est-ce que ça fonctionne? J'ai mis les liens sur dans les commentaires. Si vous cliquez, vous tombez effectivement sur le questionnaire. Donc allez-y. Même si vous n'avez pas de téléphone, vous pouvez faire le questionnaire avec les liens que je viens de poster sur Teams.
Alors, on commence à avoir plus de réponses, donc c'est déjà bien. Alors, pour commencer un petit peu à commenter, mais vous pouvez continuer à répondre, hein, ça va se mettre à jour automatiquement. Ce qu'on fait chez Zemondrops, c'est pour vous donner un peu d'idées sur ce que vous pouvez faire aussi en entreprise, pour justement développer ces capacités des communications, etc., des gestions émotionnelles. Il faut d'abord et toujours revenir vers soi, apprendre à se connaître soi d'abord. On ne peut pas aller dans l'autre sens. C'est un peu comme quand on prend l'avion, pour ceux et celles qui ont pris l'avion, et qu'avant de décoller, on nous donne les consignes de sécurité. Et on vous dit, si jamais il y a un problème, vous allez avoir des masques d'oxygène qui tombent. Et avant d'aller aider les autres, assurez-vous que vous avez vos masques d'oxygène d'abord. Pourquoi? Parce que si vous voulez mettre les masques d'oxygène chez les autres, mais que vous n'avez pas la vôtre, vous n'allez pas aller très très loin. Ok? C'est la même chose pour ce type de notions, des connaissances de soi, de gestion des émotions, etc. On ne peut pas aller aider les autres si nous-mêmes, on n'a pas fait le travail nous-mêmes, si on ne se connaît pas davantage nous-mêmes et si on n'a pas développé toutes ces compétences d'abord nous, avant d'aller mettre le masque ou demander aux autres de mettre les masques d'oxygène. C'est la même chose. Ok? Donc, je vois que les questionnaires s'est remplis, super. Donc, ce qu'on fait chez Zemondrops dans nos programmes de formation, c'est qu'on va vous demander de faire... Alors là, aujourd'hui, vous faites un bilan, un exercice très, très simple et très léger, juste pour pouvoir illustrer à quoi ça correspond. Mais nous, quand on propose ce type d'exercice ou des bilans aux entreprises qu'on accompagne, on va aller très, très loin dans la démarche et ce sont des bilans beaucoup plus poussés, etc. derrière. Mais là, on a choisi, nous, de vous faire, de répondre à certaines questions qui vont nous amener vers 5 compétences qu'on a choisies, hein, à savoir la communication, la résolution de problèmes, l'empathie, la gestion du changement, la prise des décisions. Et ça, en fait, quand vous avez répondu à ce questionnaire, à la fin, vous avez eu aussi quelque part, votre petit bilan à vous par rapport à ce que vous avez répondu. Ce que nous avons ici, c'est un tableau de l'ensemble, c'est-à-dire qu'en entreprise aussi, on n'est jamais seul, il y a nous, hein, le collaborateur, l'individu, les dirigeants, peu importe, la personne, qui est très importante, mais il y a aussi le collectif. On ne peut pas avancer dans une entreprise sauf si on est auto-entrepreneur ou etc. Mais même quand on est auto-entrepreneur, on travaille aussi avec des fournisseurs, avec des clients, etc. Il y a toujours ce côté collectif qui se met en place. Et donc, d'un point de vue collectif, si on voit les réponses qu'on a eues par rapport au bilan qu'on vient de faire, on voit que si nous, on était une entreprise aujourd'hui, hein, je ne sais pas combien de personnes sont connectées, mais là, on a 13 réponses ou 15 réponses, hein, si je me méfie à ça. Donc, on est une équipe des 15, on va dire. Dans cette équipe des 15, au niveau de la communication, eh bien, on est plus ou moins équilibré. Le vert, ça veut dire qu'on est plutôt bon. Le orange, ça veut dire que c'est bien, mais il faut s'améliorer. Et le rouge, ça veut dire que, en fait, il y a du travail à faire à ces niveaux-là. Okay. Donc, dans la communication, on voit que d'un point de vue équipe, on est plutôt pas mal, mais il y a quand même de quoi s'améliorer. Mais il y a une force. Là, ici, il y a une force. Pareil pour la résolution des problèmes, on a un équilibre, mais il y a quand même du travail à faire. Mais voilà, c'est déjà plutôt pas mal. Au niveau de l'empathie, on est plutôt très bien. On est tous en général plutôt empathiques et du coup, ça permet d'avoir une bonne balance. Dans la gestion du changement, on commence à avoir déjà un peu plus de problèmes, un peu plus de travail à faire. C'est-à-dire que il y a quelques-uns qui vont aider l'équipe à accepter ces changements-là et qui vont permettre de mettre en place peut-être des modules ou des activités qui permettront à l'équipe dans
son ensemble de mieux gérer les changements, mais globalement, on a quand même une bonne partie des collaborateurs qui ont une résistance au changement. Et ça, c'est normal. Hein, on va expliquer ça derrière, mais c'est normal. Donc, ça veut dire qu'on peut travailler un peu plus là-dessus. Et dans la prise de décision, eh bien, il y a un équilibre, mais on a du rouge. Ça veut dire que quelque part, ça, c'est un point vraiment, vraiment sur lequel on pourrait s'épancher si on était en entreprise et qu'on était dans une équipe des 15. Ben, on sait que là, c'est pas un problème, ok, mais par contre, c'est un axe à développer sur lequel on peut se positionner pour commencer à travailler et aller de l'avant. Ce qui est important aussi dans la démarche qu'on propose, c'est de dire on va s'entraîner aussi à plus se focaliser sur la solution plutôt que sur le problème. Et donc, effectivement, les problèmes existent. L'idée, c'est pas de nier les problèmes. L'idée, c'est pas de vivre dans le monde des bisounours. L'idée, c'est de se dire, OK, concrètement, de façon très tangible, le problème est là, peu importe du pourquoi ou du comment, le problème est là. Maintenant, de façon très tangible, quelle est la solution et comment on va aller de l'avant? Parce qu'un problème, ça peut être aussi l'opportunité de s'améliorer. OK? Donc, je reviens à ma présentation. Merci de vous avoir d'avoir répondu à cette petite, à ce petit bilan de soft skills et d'avoir joué les jeux. Alors là, c'est tout en anglais. Je vais traduire juste les informations nécessaires, mais juste pour vous dire, il y a des études très pointues, donc d'Harvard, qui est quand même pas n'importe quoi, qui se sont penchées sur justement les niveaux de performance des équipes. Et attention, quand j'utilise les mots performance, je parle plutôt d'avoir un objectif et de l'atteindre. Je ne suis pas en train de parler d'une performance économique, je ne suis pas en train de parler d'une performance industrielle. Je parle vraiment, on a un objectif, petit ou grand, en équipe, on l'atteint ou pas. C'est ça la performance dans les vocabulaires des Diamond Drops. Les équipes qui ont plus de connaissance de soi, donc self-aware, ça veut dire connaissance de soi, ont quasiment le double à chaque fois, ici, là, des chances. En fait, ils ont répondu 2 fois plus dans les attentes des objectifs. Ils ont pu obtenir 50% plus de chances d'atteindre leurs objectifs, ce qui est énorme. OK? Donc, et là, ce qui a été mesuré dans ça, c'est la qualité de la prise de décision, la qualité de la coordination en équipe et la capacité de l'équipe à gérer les problèmes complexes ou les conflits en entreprise. Et pourquoi ils arrivent mieux? C'est qu'ils se connaissent mieux, tout simplement. Donc, on revient à la connaissance de soi. Une autre statistique très intéressante encore de Harvard, c'est la diversité cognitive. On va rentrer un peu plus dans ce qui est neurosciences, mais déjà on a des mots clés, tout ce qui est cognitif, etc. La diversité cognitive, c'est des compétences différentes en entreprise et les équipes qui ont plus de diversité cognitive, qui se complètent plus. Si je reviens aux statistiques qu'on a vues là du bilan qu'on a fait ensemble, on voit qu'il y a une diversité. Il y a de la communication, il y a de la gestion, de la prise de décision, il y a cette capacité de résilience, etc. Donc les équipes se complètent. Là où il y a peut-être des petites brèches, peut-être qu'on peut se compléter avec quelqu'un d'autre qui a cette compétence-là. C'est ça la diversité. Donc les équipes qui arrivent à mieux valoriser et à travailler sur cette diversité-là et à se compléter grâce à la diversité parce qu'ils se connaissent mieux, ils arrivent mieux. C'est-à-dire qu'il y a ici, là, ces 3 premières équipes, elles ont réussi à mieux performer et à atteindre leurs objectifs parce qu'ils ont activé leur diversité et ils se sont complétés. Les équipes qui n'ont pas fait cela, il y en a même 2 qui ont échoué à l'objectif qui leur a été donné. Ils n'ont pas accompli l'objectif qui leur avait été donné.
Et une troisième donnée qui est intéressante, c'est notre capacité à activer, on va parler un peu plus en détail derrière, mais le cortex préfrontal et à activer la pensée positive. Nous, par défaut, le cerveau, il va se focaliser beaucoup plus sur le négatif pour nous sauver la vie parce que le négatif, quelque part, apporte une sonnette d'alerte pour nous sauver la vie. Et donc, le cerveau, par défaut, il va être plus focalisé là-dessus. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut entraîner les cerveaux à se focaliser sur les bonnes choses et donc à avoir de plus en plus l'habitude à se focaliser sur les choses positives et notamment en entreprise, en équipe et avec les collaborateurs. On peut s'exercer à ça et au lieu de voir à chaque fois, encore une fois, l'idée c'est pas de rentrer dans le monde des bisounours, c'est de fermer les yeux face au problème, c'est pas ça. L'idée c'est de voir le problème de façon positive et de aussi commencer à être un peu plus positif sur notre quotidien professionnel. Est-ce que ce qu'on a fait ensemble était bien? Si oui, quoi? Et donc, à rentrer dans ces côtés, en fait, quand je suis plus dans cette démarche positive, quand je donne plus de moi de façon positive, en fait, ça va venir impacter ma performance, encore une fois, ma capacité à atteindre mes objectifs et la performance de l'équipe, la capacité à atteindre des objectifs en équipe. Et donc, les équipes qui sont plutôt dans cette démarche positive, ils sont, vous voyez, par rapport à une équipe qui travaille normalement dans le négatif, etc., ils sont de façon exponentielle beaucoup plus performants. Donc, c'est ça qu'il faut retenir de ces études-là. Alors, si vous voulez aller plus loin, vous avez ici, je vous ai laissé les sources, donc vous pourrez aller voir les études en profondeur si vous voulez. Alors, pour revenir à la neuroscience, et pourquoi nous on l'utilise en entreprise, c'est par rapport à tout ce que je vous dis, toute cette introduction-là des soft skills qui sont importantes à développer en entreprise, savoir-être, compétences en termes de communication, etc., la pensée positive, la diversité cognitive, etc., tout ça, ça va c'est de l'ordre de l'émotionnel, et l'émotionnel, c'est géré par notre cerveau, pas nos neurones. Et donc, dans notre cerveau, et quand on a fait la conférence aussi au Toucan, on avait déjà eu ces diagrammes-là, on a le cortex préfrontal et on a la partie reptilienne. La partie reptilienne, c'est la partie qui nous sauve la vie, qui existe chez nous depuis la nuit des temps, depuis l'homme des cavernes. Je vous ai donné pendant la conférence cette image de l'homme des cavernes qui a besoin de sauver sa vie et qu'aujourd'hui on a les mêmes réflexes en fait, sauf qu'on n'est plus forcément en face du mammouth. Mais tout ça siège ici en fait, dans le cerveau reptilien et c'est le siège des émotions. Alors, c'est très important de ne pas négliger cette partie-là. C'est la partie du cerveau qui nous permet de survivre tous les jours. Donc, c'est vraiment essentiel de l'avoir. Et c'est là où on a toutes nos habitudes et toutes nos émotions et quelque part notre intuition. Et l'intuition, il ne faut pas la supprimer. C'est vraiment quelque chose de très fort. Par contre, quand on est dans la situation où on est face au public juste pour une prise de parole et que le cerveau nous dit attention, tu vas mourir, tu es face à un mammouth, c'est là où peut-être on peut prendre un peu plus de recul pour se dire, mais en fait, non, c'est pas, voilà, je ne suis pas face à un mammouth, je peux très bien m'exercer pour avoir une bonne prise de parole et faire en sorte que la situation se déroule bien. Et pour faire ça, je vais activer mon cortex préfrontal, qui est la zone du cerveau qui me permet de prendre du recul, d'oxygéner, d'activer des nouvelles compétences, d'activer ma diversité cognitive, de créer des nouvelles habitudes, etc., etc. Et donc, nous, chez Zemandrops, on va travailler sur ces notions-là et surtout, on va venir quelque part aider, muscler le cerveau, s'exercer pour développer de plus en plus ces compétences-là. Parce que la bonne nouvelle, c'est que le cerveau est comme un muscle et qu'on peut très bien l'acculturer ou l'entraîner pour avoir cette prise de conscience et de plus en plus, quand il y a besoin, activer cette zone-là pour avoir une meilleure prise de décision, une meilleure communication, une meilleure perspective, etc., etc. Donc, nous, alors,
on va passer à la méthode Semondrops, hein, parce qu'on vous a promis aussi de vous montrer ce qu'on fait. On va allier le digital parce que ça nous permet justement de travailler avec des groupes assez importants, l'ensemble d'un service, l'ensemble d'une entreprise. Et ça, on ne pourrait pas le faire si on n'avait pas le digital. Donc ça, c'est vraiment les joies du digital nous permettent d'accompagner l'ensemble d'un service. Et donc, dans cette plateforme, nous, on a mis en place un programme de formation qui permet de faire des bilans de soft skills beaucoup plus poussés par rapport à ce que vous avez fait ce matin et de faire de la formation, donc de vous donner par des petites capsules de maximum 15 minutes par jour, des informations sur comment votre cerveau fonctionne, donc sous forme de vidéos, mais vraiment très très rapide. Et après, place à la pratique avec des exercices qui vous permettent, vous, d'intégrer ces connaissances parce qu'on n'apprend pas en regardant une vidéo, on apprend en faisant l'exercice, en ayant l'expérience. Et donc, nous, on vous permet ça avec ces boîtes à outils hein, qui permet de faire l'exercice avec l'activation des cinq sens, c'est-à-dire le toucher, l'odorat, le goûter, la vue, l'ouïe, pour que par l'expérience et par l'émotion, on puisse imprégner ces apprentissages-là et que ça reste dans la durée et que vous puissiez l'activer dans votre quotidien, personnel et professionnel. Et ensuite, on va accompagner, nous, sur 12 mois, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment être dans la durée avec des ateliers, des masterclass comme celle-ci. Bon, celle-ci, elle est plus à titre informatif, mais on va rentrer plus dans les détails pour que l'ensemble du service et de l'entreprise puisse générer un changement de fond dans la durée. Et on est très content aujourd'hui, on accompagne les crédits agricoles par exemple, et à chaque fois qu'on intervient chez eux, on sait très bien qu'on a déjà effectué un petit changement et qu'on est en train de transformer des équipes et que ça a un réel impact et surtout que ça les aide, que ça aide au quotidien. Donc ça, c'est très très bien. Alors, on vous avait promis aussi de vous donner quelques astuces que vous pouvez déjà mettre en place dans votre quotidien professionnel et personnel sans Semondrops. Hein, vous pouvez les faire à votre manière et vous pouvez déjà essayer d'utiliser ça. L'idée, c'est pour travailler surtout sur cette prise de conscience et activer petit à petit le cerveau, le cortex préfrontal et surtout, si je reprends l'exemple de quelqu'un qui a peur de prendre la parole en public et donc qui va se retrouver à faire cet exercice-là des prises en parole en public et du coup son cerveau il est en train d'envoyer ce message d'alerte de attention, tu es vraiment en danger, le mammouth, etc. Et donc le corps, il commence à sentir ces dangers-là. J'ai mal au ventre, je transpire, je tremble, et là, je perds tous mes moyens. En fait, quand on est dans ce type de situation, ce qu'on peut activer, c'est la respiration vagale. On va vous expliquer après d'un point de vue scientifique comment ça fonctionne. Mais la respiration vagale, c'est quoi? C'est un exercice très simple. C'est alors, vous vous isolez, si vous le souhaitez, ou pas, hein, mais si vous voulez être dans votre petit cocon, vous vous isolez. Vous inspirez profondément, vous gonflez l'abdomen. Et vous expirez profondément, vous relâchez les épaules et ça, vous pouvez faire ça 3, 4, 5 fois. Voilà, ça va vous permettre de retrouver votre rythme cardiaque, d'éviter de trembler dans tous les sens, de perdre tous vos moyens, de revenir à une cohérence cardiaque qui vous permet d'affronter et de faire face à cette situation de façon plus sereine. Un autre type d'activité que vous pouvez faire, c'est la pleine conscience, c'est-à-dire prendre la perspective, prendre du recul, observer les choses. Et ça, quand on fait des exercices de pleine conscience, on est beaucoup dans un travail d'observation très minutieux de ce qui se passe. Ce qui nous permet justement de prendre la perspective parce qu'on a très bien observé la chose. Et ça, c'est compliqué à faire. Mais ça s'entraîne. Et plus on s'entraîne, mieux c'est. Donc, on ne va pas faire cet exercice-là aujourd'hui, mais je vous ai mis ici, il y a une application mobile gratuite que vous pouvez télécharger ou vous pouvez aussi accéder sur votre ordinateur en tapant Insight Timer, c'est le nom de l'application. Vous pouvez taper gratitude et mon nom et mon prénom.
Et il y a une piste audio qui est gratuite. Il y en a plusieurs, mais celle-là, c'est la plus écoutée parce qu'elle apporte énormément de choses aux gens quand ils la font. Et donc, vous pouvez faire cet exercice de pleine conscience gratuitement sur cette application-là. Alors, je vous ai mis celle-là parce que c'est ma piste audio à moi et puisque on parle de The Drops, etc. Mais vous en avez plein d'autres. Hein, donc, vous pouvez faire ça, que ce soit moi ou autre, vous pouvez le faire sans problème. Voilà. Et il y a aussi l'exercice de journaling, qui est un exercice, donc le journaling, c'est faire son journal, donc le journaling, c'est un mot anglophone, donc faire son journal, ça veut dire prendre un carnet et prendre l'habitude d'écrire. De prendre des notes. Alors, en situation, dans un contexte professionnel, on peut écrire librement ses pensées, ses émotions, même ses rêves. Hein. Quand je parle des rêves, ça peut être des objectifs professionnels, hein, et très régulièrement, en fait, de façon très régulière, ce qui permet en fait au cerveau de faire de clarifier les idées, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, et quelque part, une fois que ça a été clarifié, ça lui donne des nouvelles idées beaucoup plus claires sur comment avancer, sur pourquoi, du comment. Et donc, ça permet de libérer certaines hormones positives et de recadrer les choses pour avancer de façon plus simple et efficace. On peut aussi écrire juste ses objectifs et les décortiquer. Par exemple, d'ici 15 jours, j'aimerais commencer à faire du sport. Et donc, comment je vais m'y prendre? Tous les lundis, je vais commencer à aller à la salle de sport à raison de 30 minutes tous les 3 jours, etc. Voilà. Ça, c'est un autre type de journaling. Mais l'idée d'écrire est très intéressante, ça aide beaucoup. Et justement, les bénéfices du journaling sont objectivés par des études scientifiques, et notamment l'étude de l'Université de Californie, où 300 participants ont été suivis pendant 12 ans. Et on leur a demandé à un groupe d'écrire les objectifs pour mieux les atteindre de façon régulière, et à notre groupe qui n'a pas fait cet exercice-là, qui a juste eu des objectifs sans vraiment prendre le temps de les écrire de façon régulière, de faire le journal. Donc. Et donc, le premier groupe, celui qui a fait son journal de façon assez régulière pendant 24 mois, a eu 2 fois plus de taux de réussite dans les objectifs qui s'étaient donnés par rapport au deuxième groupe, où les idées sont restées que dans leur tête. Donc, il y a vraiment des réels bénéfices par rapport à ça. Et je vous ai promis de vous parler de comment ça fonctionne la respiration vagale. Et je vais donner la parole à Alex qui connaît très bien ce mode de fonctionnement. Vas-y, Alex. Bon, on va faire quand même court et rapide, mais l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça marche, parce que c'est un petit conseil un peu magique qui peut se faire vraiment dans toutes les situations de stress, n'importe où. On n'a pas besoin d'être allongé sur un divan dans le noir, ça marche aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la respiration, c'est quelque chose qu'on fait de façon automatique, hein. On respire quand on dort, on respire quand on mange, voilà. Mais ça a la particularité d'être aussi quelque chose qu'on peut activer volontairement. Et le fait d'avoir une respiration volontaire, c'est une façon d'agir sur le système nerveux autonome de façon consciente. Et en fait, quand on est en situation d'angoisse, de stress, on va avoir des arcs réflexes qui vont être activés, qui sont complètement inconscients, mais qui quelque part vont court-circuiter nos comportements. Il y a tout un système qui se met en place au niveau nerveux dès qu'on est un petit peu en situation de stress, et on l'a vu, c'est pas toujours justifié, c'est pas toujours raisonné. Parfois, on ressent une espèce de bouffée, un truc inconfortable quand on nous fait une réflexion, quand on est dans une situation qu'on maîtrise pas, quand on va avoir un peu peur, un peu honte, enfin, il peut y avoir plein de sentiments comme ça un petit peu qui nous dérangent et qui vont activer ça de façon automatique. Et ça, ça va engendrer tout un panel de signes cliniques, comme l'accélération du cœur, comme les mains un peu moites, voilà, le tonus musculaire, on va se sentir pas très bien. On va avoir aussi les taux de glycémie, d'oxygène qui vont être un petit peu dérangés par toute cette mise en place. Et ça va vraiment nous empêcher de réagir de façon consciente.
Et en fait, quand vous respirez par le ventre, donc il faut vraiment mettre sa main sur son ventre de façon à gonfler le ventre, il va se créer une dépression, en fait, une pression négative en fait au niveau du diagramme, là, la petite courbe que vous voyez en jaune. Et cette pression négative va permettre que le débit sanguin, le débit du sang en fait qui arrive au cœur soit augmenté. Du coup, comme il y a plus de débit, bah, la pression du sang va être diminuée. Et c'est ça qui va permettre de ralentir le rythme cardiaque et de diminuer tous ces signes en fait de l'anxiété. Donc l'anxiété peut être là, mais les signes de l'anxiété diminuent. Et c'est ça qui est un peu magique, ce qui va permettre de diminuer tous ces signes. Et en fait, on va avoir une activation d'un nerf qui s'appelle le nerf vague, qui lui va contrebalancer tous ces courts-circuits qui vont être faits par les arcs réflexes de la tension, de l'angoisse et du stress. On a aussi un système sur la digestion, puisqu'en fait, en créant cette pression négative, on va aussi stimuler la digestion. Donc, tout ce qui est maux de ventre, tout ça, ça va permettre aussi d'améliorer ça. Et maintenant, on sait vraiment les liens qu'il y a entre le cerveau et le ventre, tous les circuits neuronaux, tous les neurones qu'on retrouve dans le ventre. Donc, c'est pas juste une idée quand on a mal au ventre parce qu'on est stressé. C'est vraiment vrai. Donc, voilà. Donc, exercez-vous juste tranquillement. Vous voyez, l'idée, c'est de le faire quand on est au calme pour maîtriser la chose, parce que c'est quelque chose que vous pouvez dégainer à tout moment dans votre quotidien du travail. On gonfle le ventre, mais vérifie bien que les mains bougent jusqu'à gonfler le ventre et on expire sans forcer, mais en relâchant vraiment bien tout, en relâchant le diaphragme, en relâchant les épaules. Et on fait ça plusieurs fois. Au début, c'est un peu saccadé, on a un peu du mal, mais finalement, on se rend compte que petit à petit, on arrive à faire quelque chose de plus ample, de plus long. Et il y a une réelle détente qui vient de cette méthode-là. Donc, ne vous en privez pas, dégainez-la dès que vous pouvez. Voilà. Ève, je te laisse Merci passer. Alex. Voilà. Du coup, on reprend ce petit schéma-là, mais c'est vraiment histoire de dire tout ce qui se passe dans le cerveau reptilien avec l'amygdale qui est le siège vraiment de la peur, du stress, de la colère, de tous ces trucs-là. Et ben simplement en donnant un petit peu d'air, en donnant du temps et en donnant de l'espace, hop, le cortex préfrontal va pouvoir faire son travail d'analyser, d'avoir une meilleure stratégie, de relativiser et de prendre des décisions. Et on va pouvoir contrecarrer un petit peu ce côté automatique qui parfois nous pousse à de l'impulsivité. Et on sait bien que l'impulsivité au quotidien, c'est quelque chose qui peut saccager tout en une demi-seconde. Donc, si on peut éviter d'être trop impulsif et pouvoir prendre une petite respiration et passer en mode je réfléchis et je regarde quels sont mes avantages et qu'est-ce que je vais tirer de ça et pourquoi en prenant conscience ça va mieux se passer. Eh ben, ça permet aussi au quotidien de vivre mieux sa vie professionnelle et sa vie relationnelle parce qu'on est quand même des animaux sociaux, on a besoin des autres. Donc, autant savoir comment ça marche et pouvoir activer ça à la demande. Merci Alex. Et donc on arrive, bon, on a dépassé quelques minutes, mais voilà, pour revenir juste pour conclure par rapport à ce qu'Alex a dit en entreprise, ça marche très bien parce que justement on est aussi des animaux sociaux en entreprise et que il vaut mieux faire en sorte que ça se passe bien parce que quand ça se passe bien, tout le monde est content et quand tout le monde est content, tout le monde est motivé, tout le monde est engagé et potentiellement on a moins envie de quitter son entreprise et on a plus envie de donner tout ce qu'il faut pour être bien et donc ça a des conséquences très positives sur les restes. Donc voilà pourquoi nous on travaille sur ces notions-là chez Zemondrops et j'espère qu'on vous a apporté des informations intéressantes de ce point de vue-là. Et maintenant, c'est si vous avez des questions, on est disponible pour vous. Je sais qu'on dépasse un petit peu le temps, on a démarré un peu plus tard, mais on reste disponible si jamais il y a des questions. Ne soyez pas timide, allez-y. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Tout est bon à prendre. Alors, je reviens à ma petite... Alors, il y a Cheese qui est en train d'écrire. Est-ce que, en attendant Cheese, il y a d'autres...
Alors, je suis impulsive, je pense, c'est ça. Comment y combler? Ah bah, c'est un travail des longues haleines. Il n'y a pas des baguettes magiques cheese. Mais par exemple, dans les outils qu'on a mentionnés, l'outil de, de pleine conscience. Le travail de pleine conscience, on l'appelle aussi méditation. Alors, on ne va pas rentrer dans des histoires on va dire, religieuses, ça n'a rien à voir. Hein. On peut très bien faire de la méditation juste en restant très scientifique quelque part, c'est-à-dire suivre sa respiration et observer sa respiration. Plus on fait ce travail-là, plus on entraîne son cerveau à prendre du recul et à comprendre pourquoi je suis impulsive. Et l'impulsivité, ça peut être se jeter sur un paquet de gâteaux ou acheter tous les vêtements qu'on n'aurait pas dû acheter, mais on les a achetés, ou regarder toute la nuit la série de Netflix qu'on n'aurait pas dû regarder ou qu'on voulait regarder juste une demi-heure et finalement on a fait 6 heures de série, tout ça. Mais quand quand on entraîne le cerveau à prendre du recul et à observer ça, on comprend pourquoi on est impulsif. Donc, il y a une prise de conscience. Et quand il y a une prise de conscience, il y a un début de transformation parce qu'on sait pourquoi. Et c'est pourquoi-là nous permet de dire, alors, attends. Là, tu es en train d'avaler ton paquet de chips à fond les manettes parce que. Et petit à petit, le cerveau, il comprend ça et il s'est dit, bon, là maintenant, je comprends pourquoi. Et donc, à la place de foncer droit dans le truc, je prends du recul et peut-être que je ne vais pas tourner à droite comme d'habitude, je vais tourner à gauche. Et le fait d'entraîner le cerveau à faire ça, à tourner petit à petit vers la gauche plutôt que vers la droite, ça va permettre d'échanger ces actions d'impulsivité ou d'autres habitudes, parce que ce sont des habitudes en fait. Et ce qui est beau dans la neuroscience et dans le cerveau et dans la vie, c'est qu'il y a des notions de neuroplasticité. Ça veut dire que le cerveau, on peut l'aider à créer des nouveaux schémas cognitifs, c'est-à-dire des nouvelles habitudes toute la vie. Et qu'on peut apprendre des nouvelles choses toute sa vie en faisant cet exercice-là. Alors, j'espère que ce n'était pas complexe ce que j'ai donné comme information et que voilà. Une meilleure hygiène de vie, plus de sommeil, effectivement. Effectivement, il n'y a pas de voilà, c'est pas sorcier non plus, hein, c'est tout ce qu'on. Alors la différence qu'on peut apporter avec les neurosciences, c'est que tout ce qu'on sait déjà de base, c'est-à-dire une bonne hygiène de vie, bien se nourrir, etc. Aujourd'hui, on sait pourquoi ça a un bon impact, comment ça fonctionne réellement d'un point de vue scientifique, et c'est pourquoi cette prise de conscience nous permet d'aller de l'avant. Voilà. Merci Véronique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des commentaires? Des mots d'amour? Rien du tout. Silence total. Bon, c'est l'heure peut-être d'aller casser la croûte. On vous remercie énormément de votre temps, d'avoir aussi demandé à ce qu'on clarifie plus des choses par rapport à ce qu'on peut faire en entreprise. J'espère qu'on vous a apporté des clés par rapport à ça et des notions qui soient claires pour vous. Si jamais vous voulez aussi nous aider très rapidement et nous donner un petit cadeau de Noël, une petite étoile sur Google avec votre avis, vous pouvez le faire en scannant ce QR code. Alexandra, elle va aussi poster les liens qui vous dirigent directement sur les avis Google dans le chat. Donc si vous n'avez pas de téléphone et que vous ne pouvez pas scanner, vous pouvez aussi cliquer sur les liens qu'Alexandra vous donne. On reste disponible même après cette séance. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez savoir plus, peu importe, n'hésitez pas à revenir vers nous. On est toujours très contente de vous parler, de savoir plus sur vous. Et si on peut vous apporter quelques clés des réponses, ça sera avec grand plaisir. Voilà, je pense que là vraiment on a couvert tout ce qu'on voulait couvrir ensemble. À moins qu'il y ait encore des questions ou des commentaires ou d'autres choses que vous souhaitiez partager.
Je vais vous mettre aussi dans les commentaires si jamais vous souhaitez savoir plus sur nous et nous suivre pour être à la page des informations ou des choses qu'on fait. Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn. On met dans notre compte LinkedIn toutes les informations des Lemon Drops. Et donc si vous voulez être au courant de tout ça, vous pouvez aussi vous abonner à la page et avoir toutes les informations. Donc je vous les mets dans les commentaires si jamais ça vous parle. Et s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres commentaires, ou alors des mots d'amour, on est toujours preneuse des mots d'amour. Alors, il y a quelqu'un qui parle là, d'une période de 21 jours là, comme référence de changement. Oui. Bon, après, on apprend toute sa vie. Donc, déjà, 21 jours, c'est une bonne mise en marche. Mais c'est vrai que dès qu'on a cette prise de conscience, quelque part, on a un éveil aussi qui se fait, qui permet d'initier des choses. Et c'est vrai que ça a une récurrence sur bien plus long que le temps qu'on souhaite. En fait, finalement, c'est vraiment une démarche. Donc, il n'y a pas de délai court, il n'y a pas de délai long. On sera toute notre vie à essayer de comprendre comment on fonctionne et quelque part accroître la nature en général et l'homme en particulier, mais en fait, tout dans la nature est voué à augmenter, à grandir, à croître. Donc en fait, à 21 jours et le reste de la vie, ça va très bien. Mais je pense que, alors c'est Cheese, je ne sais pas qui est derrière Cheese, mais ça me va très bien. Je pense que c'est plutôt par rapport à acquérir une nouvelle compétence, une nouvelle habitude. C'est vrai que des études montrent que quand on fait l'activité, disons, je ne sais pas, apprendre à jouer un instrument de musique, par exemple, qu'on n'a jamais joué, ou alors se mettre au sport, alors qu'on n'a pas fait du sport depuis des années, ou alors voire jamais. Donc les premiers 21 jours seront les plus difficiles et cette période-là, si on s'y colle de façon régulière, mais l'idée c'est de décortiquer ces projets de façon à ce que ça soit facile à mettre en place, pas dur et efficace. Et comment on le fait? C'est que par exemple, si je veux apprendre un nouvel instrument de musique, je peux très bien dire tous les 12 jours ou tous les 3 jours à raison des 21 jours, je prends 30 minutes pour moi pour faire l'exercice de prendre connaissance avec l'instrument, commencer à apprendre à comment il fonctionne. Si je fais de la guitare, avoir une mémoire émotionnelle, cognitive, sonore, une mémoire musculaire qui me permet de comprendre où est-ce que sont les cordes, comment est-ce que je peux les appuyer, quels sont les sons, etc. Si je fais ça, mais de façon simple, mais régulière et dans la durée et pour minimum 21 jours, je vais commencer à poser les bonnes bases d'un schéma cognitif, d'une nouvelle habitude qui s'installe dans mon cerveau pour qu'elle soit pérenne et qu'elle s'installe dans le cerveau. Donc oui, il y a des études qui permettent de dire que cette période-là, elle est essentielle. Ça ne veut pas dire qu'en 21 jours, je vais devenir Carlos Santana. On n'est pas là. Mais par contre, ça veut dire que cette nouvelle habitude peut s'installer facilement dans cette durée-là. Donc c'est magique en fait. Et oui, en fait, oui, c'est une courte durée par rapport à toute une vie qui nous permet de dire, en fait, je peux très bien me mettre à apprendre ça. Après, évidemment, comme elle dit Alexandra, c'est toute une vie. Et plus on s'entraîne, plus dans la durée, plus sur des années, plus on maîtrise tout ça et plus on devient meilleur. Mais pour acquérir une nouvelle habitude ou pour l'éliminer, c'est-à-dire pour éliminer une habitude qu'on ne veut pas, cette période-là, elle est essentielle pour que le cerveau commence à créer des schémas ou à les éliminer. Voilà. D'autres commentaires, d'autres questions? Rien du tout. Écoutez, sur ce, on va clôturer ce webinaire. Il va être disponible sur notre chaîne YouTube dès que possible. On enverra les liens à Sarah pour qu'elle puisse vous l'envoyer aussi par mail pour ceux et celles qui souhaiteraient regarder ou qui n'auraient pas pu participer et qui voulaient participer. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais vous mettre aussi nos coordonnées si jamais vous avez besoin de plus d'informations. On sera toujours, encore une fois, à votre disposition. On profite aussi pour vous souhaiter des très belles vacances, des très belles fêtes de fin d'année. Et surtout, tout le meilleur, que ce soit dans votre vie pro ou perso. Voilà. J'ai pas eu de mots d'amour, mais j'ai eu un petit visage avec deux cœurs de la part du Tucan, donc merci beaucoup. et à très bientôt.
À bientôt. Au Belle revoir. fête à tout le monde. Belle Bye. fête à vous. Bye. Merci, Cheese.